Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison d'On dit tout. On revient chaque fin de semaine pour vous le samedi et le dimanche. Votre émission de bien-être, celle qui pense à vous, celle qui pense à votre quotidien pour le rendre plus agréable et de retour et avec en plus des nouveautés. À commencer par l'aliment de la semaine, une nouvelle rubrique qui s'installe le samedi pour démarrer l'émission. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'eau, le plus incontournable, des éléments les plus vitaux. Ensuite, on va parler de développement professionnel. On va s'occuper de votre rentrée pour qu'elle soit plus sereine. Les détails dans quelques instants. Après, nous installons spécialement pour vous une nouvelle rubrique, celle de ces femmes inspirantes qui sont là justement pour apporter leur contribution et leur expérience de vie ou expérience professionnelle. Miss Moto Maroc sera ma première invitée. Et puis pour finir, la santé, l'incontournable rendez-vous cette fois-ci. On ne vous fait pas la peau, mais on prend soin de votre peau de retour de vacances. Et sans plus tarder, je retrouve mes invités. À tout de suite. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir choisi une nouvelle fois Médiane TV et plus particulièrement On se dit tout. Je remercie également bien sûr mon tour de table. Amal Hihi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Partagé. On s'est retrouvés pendant 2 premières saisons et vous êtes à nouveau avec nous pour cette première. C'est un plaisir. Alors, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes coach conférencière internationale et vous êtes surtout la conceptrice de votre méthode solaire. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, celle qui va inspirer beaucoup de femmes et d'hommes. D'ailleurs, celui qui est à ses côtés est déjà inspiré par elle. Dalila Msbah, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Mais c'est très gentil. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous détonnez dans le paysage et vous faites vraiment honneur au plateau. Vous êtes, on va dire, la présidente fondatrice depuis 2011 de la première association de femmes motardes au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Et vous l'avez lancé donc il y a quelques années à Casablanca. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes la femme inspirante de ce numéro. Et à vos côtés, le docteur Achraf Oudriri. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Vous êtes fondateur du centre Oudriri de dermatologie. On va parler de la peau après l'été, après les vacances estivales. Donc voilà, c'est important de s'en occuper et on va détailler tout cela. Vous avez passé de bonnes vacances? Excellent. Vous vous êtes bien reposé? Oui. Vous vous êtes exposé, docteur? Oui. Quand même, oui, c'est important. Le dire, hein, on le dira après, mais avec prudence. Avec prudence. En tout cas, on va revenir sur ce point tout à l'heure, en dernière partie d'émission, parce qu'il faut véritablement faire attention à certains détails de sa peau. Alors, une nouvelle rubrique qui s'installe, c'est l'aliment de la semaine. C'est préparé par nos équipes. On vous parle de l'eau, les détails, tout de suite. L'eau est-elle un aliment? La question n'est pas encore tranchée. En fait, on pourrait dire que l'eau n'est pas un aliment comme les autres. Sa riche composition la rend particulière, et pour cause. Elle contient des sels minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et des oligo-éléments tels que le fluor, le fer, le cuivre, le zinc et le chrome. Elle représente entre 70 et 80% du poids du corps humain en fonction de l'âge. En règle générale, l'adulte doit consommer quotidiennement 1,5 litre à 3 litres d'eau. Les femmes enceintes et les personnes exerçant une activité physique voient leurs besoins en eau augmenter et nécessiter la consommation d'au moins 3,5 litres par jour. Les effets de l'eau pour l'organisme sont multiples. C'est d'abord un hydratant. Elle irrigue l'ensemble des tissus de l'organisme. L'eau possède aussi un rôle de transporteur des nutriments, des déchets métaboliques et des gaz respiratoires. Elle agit également en tant que régulateur thermique. C'est à travers la sudation qu'elle équilibre la température du corps et permet ainsi de faire diminuer la fièvre en cas d'infection. Encore plus, l'eau est un amortisseur de choc. Principal constituant du liquide céphalo-rachidien, elle protège le cerveau et notamment la cavité crânienne contre les chocs et les coups. Mais l'eau peut également soigner nos maux. Ses propriétés exceptionnelles sont depuis toujours utilisées à des fins thérapeutiques. Selon leur composition, certaines eaux minérales terrestres issues de sources chaudes peuvent être un remède efficace pour des problèmes de santé. L'activité aquatique est aussi particulièrement conseillée. Elle soulage les contractures, renforce les muscles et les articulations. Bref, avec et dans l'eau
le bien-être est assuré et le corps complètement remis à flot. Quand même 1,5 litre à 3 litres par jour, je ne sais pas vous, est-ce que vous respectez le quota, Amal? Oui, ben, je bois beaucoup et ça me rassure, donc je suis dans les normes. 1,5 litre à 3 par jour? 1,5 litre, 1,5 litre en général par jour. Par jour. Ouais. Dalila? 1,5 litre par jour. Ah oui, quand même. Oui. Et docteur Ashraf? Ça dépend. Les jours d'activité physique, certainement plus, mais... Mais c'est quoi votre secret? Comment vous faites pour en consommer autant? Parce que je vais être sincère avec vous. Moi, quand on me dit qu'il faut boire 1,5 litre, je pose une bouteille d'1,5 litre, elle me fait peur. J'ai besoin de petites quantités pour avoir ma dose de la journée. Mais quand je pose la grande bouteille dans l'objectif de la finir dans la journée, j'ai l'impression de saturer rien qu'à la vue. Je ne sais pas. L'idée n'est pas de la boire en entière d'un coup, mais de boire à sa soif, petit à petit. Le problème se pose surtout pour certaines personnes qui boivent uniquement à la soif. Et comme pour certaines personnes âgées, le besoin est supérieur, c'est là où le problème peut se poser. Mais en général, pour une personne jeune, bien portante, plus ou moins jeune, la soif est un bon critère et va permettre de réguler le besoin. On dit que quand on a soif, on a déjà perdu 1% de... Ça veut dire que le corps réclame déjà. Il y a un problème et il réclame. Eh bien, on a soif d'apprendre aussi. On a soif de notre sujet à venir. Reprendre le boulot avec plus de sérénité, est-ce que c'est possible? Eh bien, on vous en parle. Les détails tout de suite. Amal Hihi, vous avez repris le chemin du travail? Oui, déjà. Déjà, bien installé? Petit à petit, on va dire. Sereinement? Sereinement. Sereinement, puisque vous avez la clé, en tout cas, de la sérénité au boulot. J'essaie d'appliquer, en tout cas, ce que j'apporte aux autres. Je me l'applique à moi-même. Docteur Achraf Oudreri, retour au boulot? Oui. Sereinement, parce que, vous savez, ce genre de thématique, on a en général tendance à les penser pour les gens qui sont en entreprise, et rarement pour les gens qui sont dans le libéral, notamment, comme vous. C'est une petite entreprise médicale en quelque sorte, donc forcément, mais nous le retour, on n'a pas cet avantage, je ne peux pas le faire petit à petit, c'est d'emblée, on retrouve les habitudes, la routine. Dalila Mousbah, bien installée pour la reprise? Moi je suis à la retraite. Mais la belle vie quand même. La belle vie. Super. Bon, reprendre le boulot avec plus de sérénité, est-ce que c'est possible? En tout cas, on va voir ce qu'en pensent les personnes que nous avons rencontrées dans la rue. Toujours très difficile, donc on évite de trop préparer cette reprise pour laisser faire couler les choses, parce que sinon ça va devenir trop difficile à gérer psychologiquement. Pas de préparation spéciale, on passe les vacances comme on veut et après on rentre freestyle, quoi. La reprise du taf après les vacances, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous avez une solution miracle, je suis preneuse. Eh bien écoutez, c'est une très bonne question. L'année dernière, j'ai eu une rentrée très difficile, voire catastrophique, et ça m'a handicapé toute l'année. J'ai passé une assez mauvaise année, surtout au niveau professionnel. Donc cette année, j'ai pris du recul, j'ai bien réfléchi et j'ai essayé d'effectuer ma rentrée de la meilleure manière possible. Et donc je sens que je suis dans une dynamique très positive et que l'année, je pense, va très bien se passer pour moi. Donc, reprendre le boulot avec plus de sérénité, c'est véritablement une préoccupation pour certains, une crainte pour d'autres, et pour d'autres, c'est carrément, ça ne fait pas du tout partie du programme. Est-ce que vous pensez justement que c'est une question culturelle, Amal Hihi? Est-ce que c'est plutôt une préoccupation occidentale plus que méditerranéenne, maghrébine, voire marocaine? Moi, je dirais que la reprise du travail, c'est quelque chose d'international. C'est aussi en rapport avec l'humain. L'humain a tendance à vouloir prendre du plaisir, clairement. Et les vacances, c'est une opportunité pour lâcher prise, pour ne pas être dans des contraintes, pour vraiment se faire plaisir. Toutes les privations qu'on a pu faire pendant l'année professionnelle, on va les lâcher pendant les vacances. C'est le moment où on va tout déverrouiller en termes de contraintes et on va se laisser porter. Donc, c'est tout à fait normal. Le cerveau s'habitue aussi à ce rythme-là. Il s'installe dans cet état de plaisir et c'est tout à fait normal, je dirais. Il ne faut pas prendre peur. Mais il faut préparer sa reprise professionnelle. Il faut Parce que dans le micro-trottoir, on voyait certains jeunes au départ qui disaient bon, nous on reprend tranquillement. Une fois qu'on reprend le boulot, on l'a repris, on n'y pense pas avant. On n'anticipe pas certaines choses.
Alors que d'autres disaient, au contraire, que lorsqu'on ne se prépare pas à la rentrée, on peut passer une mauvaise année professionnelle. Oui. Vous en pensez quoi en tant moi, que je pense que c'est très personnel. Chacun va avoir sa propre technique pour reprendre de la meilleure façon qu'il soit. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, et ce qui est important, c'est surtout, il y a des personnes qui vont préparer en amont, avant même de partir en vacances, comme ça, quand ils reviennent, ils trouvent les choses déjà en ordre et la reprise est plus facile. Il y en a qui vont se laisser porter. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'au fait, quand on revient de vacances, c'est normal qu'on ressente un petit blues post-vacances. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est tout à fait normal. Il faut même le conscientiser. Il faut mettre des mots derrière. Il faut en parler. Et après, se remettre au travail, c'est un deuil à faire aussi quelque part des vacances. L'idée, c'est vraiment de prolonger les vacances d'une manière un petit peu, je dirais, volontaire. Parce que ce qui fait peur, ce qui déprime un petit peu, c'est de se dire, reprendre le boulot, ça sonne le glas de tous les plaisirs, oui, en fait. C'est clair. Et puis, on revient dans une étude a été faite. Il y a 25% de personnes qui reprennent le travail en étant stressées. Et il y en a 45 qui reprennent en ayant le blues des vacances. Donc, ça. Quelque part, si vous ressentez ce mal-être en reprenant le travail, c'est tout à fait normal. Maintenant, les clés à mettre en place. Il faut mettre des clés. Il faut avoir des clés. Je dirais aussi, c'est très personnel. Je donne juste quelques astuces à titre tout à fait indicatif. L'idée, c'est bien sûr de reparler de ses vacances. Donc, quand on reprend le travail, c'est le moment de rencontrer ses amis de profession, c'est le moment de reprendre contact avec les collaborateurs de travail et chacun peut partager les meilleurs moments de ses vacances. Ça donne aussi une dynamique positive. Une autre astuce aussi, c'est de mettre un fond d'écran avec une belle photo de vacances. C'est pas déprimant, ça? Pas se du dire tout. Voilà où j'étais, voilà où je suis. Pas du tout. Moi, je pense que c'est un ancrage positif. Oui. Ça permet de rester un petit peu dans cet air positif. Et puis aussi, une autre astuce très intéressante, c'est de pouvoir se permettre, s'autoriser des petites parenthèses de vacances dans la journée. C'est-à-dire qu'on va reprendre le travail. La même journée, dans une journée professionnelle. Une journée de travail professionnel, on peut gérer notre temps de manière à... moi, j'appelle ça les parenthèses de vacances. C'est-à-dire, on peut prendre même 10 minutes ou bien une petite demi-heure en fin de journée, prendre un café avec un ami, prendre du plaisir, etc. Quelque part, on est en train de prolonger les vacances. Ne pas rentrer dans la routine tout de suite et continuer à se faire des petits plaisirs. Ça peut même se faire un petit plat sympa, partager un petit moment en famille, des petites astuces comme ça qui permettent de garder cet élan positif, je dirais. C'est une bonne chose à installer tout au long de l'année. Justement, c'est un bon petit sujet à préparer pour nos téléspectateurs. Ces parenthèses, mais ça rentre dans un cadre de gestion optimale du temps. C'est clair. On en parlera. C'est clair. Dalila Mousbah, justement, vous dites « Aujourd'hui, je suis à la retraite », mais vous avez eu une longue carrière en entreprise. Justement, la rentrée, est-ce que c'était un peu compliqué? Le mois de septembre pour vous, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était déprimant? Ou bien cette énergie que vous avez fait que vous arrivez au boulot avec une belle bouffée d'oxygène? Moi, je ne travaille pas. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite, mais vous avez travaillé pendant très longtemps. Pendant très longtemps, c'est ça. Comment ça se passait à l'époque, avant la retraite? À l'époque... Au mois de septembre, à la rentrée? J'aimais pas rentrer. C'est vrai? J'aimais beaucoup les vacances, j'aimais beaucoup sortir. Et c'est pour ça que maintenant, je sors tout le temps. J'adore la liberté. Donc il y avait cette être dans un bureau, enfermé entre quatre murs, j'aimais pas. Ouais. Mais même au boulot, vous organisiez beaucoup d'activités sportives. Oui. On va en parler tout à l'heure. Oui. Donc septembre était déprimant pour vous. Oui. Il ne faut pas le dire aux téléspectateurs, il faut qu'ils soient motivés. Docteur Achaf Oudreri, septembre pour vous, c'est un bon mois? Alors, moi, c'est un petit peu différent parce que je suis un petit peu le conseil, c'est que je fais souvent des petites parenthèses parce que le rythme est effréné et que je dois de temps en temps prendre quelques jours, souffler un petit peu. Mais moi, j'aimerais dire que, pour extrapoler un peu le sujet, la rentrée n'est que pathognomonique d'un problème un peu plus grand qui est le stress du travail en lui-même, qui va durer et qui va amener les gens dans une spirale un petit peu négative. Et donc, c'est non seulement pour la rentrée, mais comment faire pour garder toujours cette flamme positive pour aller au travail tous les jours, parce que même le travail le plus passionnant va installer une routine en définitive et qu'il faut avoir certaines clés, Madame Amal est mieux qualifiée pour moi pour en parler, pour toujours se réveiller le matin et avoir
une envie d'aller faire son travail malgré la routine. Et c'est là où il faut avoir des clés, des astuces. Le sport aussi, c'est peut-être une bonne alternative. Le sport, c'en est une. Il y a des passions. Il y a aussi essayer d'introduire peut-être un peu de spiritualité dans le travail qu'on fait pour essayer de le faire de manière bien, de toujours s'améliorer, de toujours avoir des objectifs, du changement. Tout ça, c'est des éléments. Non. Moi, ce n'est pas mon domaine, mais je me dis, c'est des choses parce que je les pratique moi-même. Moi aussi, j'ai parfois le blues d'aller au travail. C'est ça. Et donc, l'expérience m'a appris qu'il fallait de temps en temps chercher des nouveaux trucs. Alors, on a justement 2 questions de téléspectateurs qu'on vous propose, justement, voir ce qu'ils en pensent par rapport à ce sujet, leur principale interrogation. On y va pour la première ? Alors, normalement, on a « Je n'aime pas mon travail, comment dès lors y retourner sereinement ?» Ça, c'est un gros problème, Amal Hihi. Ça, c'est clair que c'est un gros problème. Parce que là, il y a quelque part, déjà mentalement, on n'est pas du tout préparé à reprendre le travail. Si je pars reculant au travail, je vais avoir encore du mal à être dedans. Et vu qu'on va quand même passer 8 heures... C'est un problème de fond, ça. C'est un problème de fond. Dans le cas, la meilleure façon de faire ce qu'on aime, c'est de quitter ce qu'on n'aime pas. Donc clairement, quand je suis dans un travail, je pense que c'est carrément un autre sujet. Tout à fait, quand j'aime pas mon travail, soit que je vais préparer une alternative, et à ce moment-là, bien sûr, je ne vais pas prendre une décision du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il est temps de penser à autre chose, de se préparer à autre chose, carrément un changement de carrière. Mais ou quand quand on n'a pas vraiment le choix, parce que c'est, on va dire, un travail alimentaire. Oui. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est essayer de trouver des sources de plaisir à l'extérieur? Oui. Alors quand on n'a pas le choix, que pour le moment on est là et on est obligé de rester là-dedans, il va falloir trouver d'abord ce qui est positif dans ce que je fais. Si je reste dans mon travail, c'est que forcément j'en tire quelque chose de positif, ne serait-ce que pour payer mes charges. Payer mes charges, c'est quelque chose de positif. C'est même grâce à mon travail que je pars en vacances. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui me permet... C'est ce qui m'a permis de partir et de me dire, j'ai pas envie de revenir. Et de me dire, j'ai pas envie de revenir, alors que finalement, c'est grâce à ce travail-là que je peux me permettre des vacances. Donc, il y a aussi de l'ancrage mental, il y a aussi du travail mental à faire, de dire, ce travail me permet pour le moment de faire ça positivement. Et bien, dans ce cas, il faut y aller avec un mindset positif. On a une autre question qui est importante. Depuis que j'ai des responsabilités dans l'entreprise, j'angoisse à l'idée de reprendre le travail à chaque rentrée. La responsabilité est source d'angoisse. Alors là aussi, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas été forcément préparée à prendre ces responsabilités-là. Il va falloir l'accompagner pour qu'elle soit à la hauteur de ses responsabilités. Elle a forcément le potentiel, c'est juste qu'elle n'a pas eu le recul nécessaire pour pouvoir assumer ses responsabilités et surtout faire les choses qu'on attend d'elle, et reprendre confiance en elle et reprendre un peu d'estime d'elle-même et de sa valorisation. Parce que si on lui a donné une responsabilité, si sa hiérarchie voyait en elle qu'elle avait cette capacité, c'est qu'on a forcément la possibilité de le faire. Merci beaucoup, Amal Hihi, pour justement vos conseils pour nos téléspectateurs, pour cet échange et pour votre agréable présence avec nous. Allez, on va marquer une courte pause et on revient juste après pour une rubrique que je suis très heureuse de vous introduire pour cette nouvelle saison. Elles sont inspirantes, beaucoup de femmes marocaines connues, moins connues, au parcours de vie, aux professionnels très très inspirants. Miss Moto Maroc, ma première invitée, sera avec moi. Vous l'avez rencontrée il y a quelques instants et on revient pour les détails. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout pour cette deuxième partie. Nous avons parlé de développement professionnel, c'est normal, c'est la reprise, c'est le mois de septembre. Dans quelques instants, on va parler de votre repos, de retour de vacances aussi, comment s'en occuper. Et puis, tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Miss Moto Maroc. C'est ma première invitée de cette toute nouvelle rubrique qui s'installe pour vous. Elle est inspirante. Les détails, à tout de suite. Et ma première femme inspirante de cette saison, c'est vous, Dalila Mosbah. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à vous. Et fière de vous. Merci beaucoup. Alors Léla, voilà, dans On se dit tout, on a installé une nouvelle rubrique pour les téléspectateurs. Ces femmes inspirantes qui sont connues ou qui ne sont pas connues, qui ont des parcours de vie ou professionnels à raconter. Et vous avez un parcours exceptionnel. Vous détonnez justement dans le paysage. Vous êtes ce qu'on appelle une bikeuse, une motarde chevronnée. Et vous êtes la présidente fondatrice depuis 2011 de la première association de femmes motardes au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Dalila Mosbah,
Vous êtes une vraie lanterne, comme on dit, comme votre nom, Msbah, c'est la lanterne. Vous êtes une vraie lanterne, merci beaucoup d'être là. Vous allez nous raconter tout cela justement dans quelques instants. Mais avant, on va regarder un petit portrait qui a été réalisé chez vous. On regarde. Je suis Dalila Msbah, motarde et présidente fondatrice de la première association des femmes motardes au Maroc et dans le monde arabe. Cette passion, elle est née depuis mon jeune âge, depuis que j'avais 16 ans. J'étais motarde avec mon mari, on faisait de la moto ensemble. Durant notre séjour aux États-Unis, on faisait des sorties et là, on rencontrait des femmes toutes seules qui venaient de partout. J'ai eu l'idée de venir et de créer l'association au Maroc. Maintenant, on est arrivé à 16 membres. J'habite à Darboazza, ils me rejoignent ici. Ici, c'est leur bureau. Et de là, on fait des sorties. La plupart des événements, ils nous appellent pour inaugurer, pour donner le départ. Dernièrement, on a fait Walidia, on a fait Marrakech. Après, on va faire Souera. Nous sommes en train de préparer la 8e concentration internationale de moto à Marrakech, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Et là, les motards, ils viennent de partout. C'est la grande fête, 3 jours de fête. Les fonds qui restent, on les réserve pour les actions sociales. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je voudrais la relève, Bnitsatna ou Bnitsatna, et que ça continue. Et je ne veux pas que ça s'arrête bien ou le blabia, il faut que ça continue. Voilà. Dalila Msbah, vous êtes une vraie femme inspirante. Merci d'être là. Merci. Et vous avez un gilet magnifique. C'est gentil. Il raconte quelque chose, ce gilet. Il raconte, c'est des villes que j'ai traversées, la fameuse route 66. J'ai fait 18 jours de raid. D'accord. Et là, en moto, bien sûr. En moto. Mon fils, il m'a invité là-bas. Bon, j'ai acheté une moto. Mon mari, il a loué une moto. On a fait 18 jours de raid. Et puis, on a eu une mauvaise nouvelle. Après les 18 jours, quand on est arrivé, la fin du trip à Los Angeles, la deuxième nuit, on nous a volé la moto de location. D'accord. Mais ce n'est pas ce qui m'a arrêté. Non. C'est pas ce qui m'a arrêté. Vous avez laissé votre mari, vous avez continué toute seule? Non. Arjana par avion. Et puis, je suis allée à la concentration de Americaid et je voyais des femmes venir de partout, du Canada. J'ai vu beaucoup de femmes en moto. Ouais. C'est là où j'ai eu l'idée. Et quand je suis rentrée au Maroc, j'ai fondé la première association. Alors, on va y aller petit à petit. On va raconter votre histoire avec la moto. Mais vous l'avez dit, c'est une histoire de famille aussi, parce que vous faites de la moto avec votre mari et vos enfants. Ouais. Et justement, ce qui est incroyable aussi, quand je préparais votre portrait, quand on échangeait, je me suis dit quand même, à l'heure où les parents sont anti-moto pour les enfants, Dalila Msbah fait de la moto avec ses fils. Vous êtes d'accord que beaucoup de parents ont peur pour leurs enfants? Moi aussi, j'ai peur pour mes enfants. Quand ils prennent la moto, chaque fois, je les appelle au téléphone. Ouais. Quand mon mari sort, je l'appelle. Mais je ne peux pas leur gâcher leur plaisir. Ils aiment la moto. J'ai le plus jeune, il n'aime pas la moto, donc je le laisse. Mais les autres, j'ai un qui est motard aux États-Unis. L'autre, il est ici, il est pilote et en même temps, il est motard. Donc, je ne peux pas leur gâcher leur plaisir. Alors, Dalila Msbah, une motarde. Vous aimez qu'on vous appelle comme ça? Motarde bikeuse. Bien sûr. Oui, grand-mère en moto. Voilà, une belle grand-mère en moto. C'est gentil, bien Alors, sûr. comment c'est né tout ça? Passer le permis A, comment vous êtes retrouvée sur une grosse cylindrée? Une grosse cylindrée, bon, quand j'étais jeune d'ailleurs, je faisais de la moto. Moi et mon mari, on s'est connus très jeunes. J'avais un Solex dans le temps. Et là, je me déplaçais pour aller au lycée et on se rencontrait là. Bon, en 2008... J'ai passé mon permis en 2008 pour passer à la... Parce qu'avant, il n'y avait pas des grosses cylindrées. Mais entre les années 70... il n'y avait pas beaucoup de motos. Le collège, le lycée, la rencontre avec votre mari et 2008, est-ce que vous avez fait de la moto ou pas? Vous avez continué à faire de la moto ou pas? Si, des petites motos, parce qu'il n'y avait pas des grandes, il n'y avait pas de grosses cylindrées. La fibre a toujours été là. Vos parents étaient pour? Oui, pas de problème. Sans souci? Non, pas de problème. Et donc, ensuite, vous avez passé le permis A? Le permis A en 2008. D'accord. Oui. Et ça, c'est ce qui vous a vraiment lancé sur les routes? Et voilà. J'ai toujours aimé les routes, j'ai toujours aimé faire de la moto, voyager. Et ensuite, vous avez pensé à lancer l'association en 2011? En 2011, oui. J'ai fondé la première association avec 6 membres. 6 femmes? 6 femmes.
6 femmes. Et puis là, je contactais les motards et je leur demandais s'ils voyaient une femme en moto, qui lui donne mon contact et tout. Et c'est comme ça que l'association, maintenant, elles arrivent. Mais cette association, ce n'est pas uniquement pour faire de la moto, parce que vous faites beaucoup de social aussi. On fait du social, oui. Parce que normalement, on organise une concentration internationale de motos. C'est quoi une concentration? C'est un rassemblement de motards. D'accord. Du monde entier. Maintenant, on est à la 8e édition et ils viennent de tout le monde. International, ils viennent du monde entier, oui. Hommes et femmes ou juste hommes et femmes. Et nous, c'est à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. Le 8 mars. Le 8 mars. Parce qu'avant, j'organisais des courses féminines sur route. On va en parler aussi. Voilà. Donc, oui. Donc, la moto, c'est aussi pour promouvoir les droits de la femme et l'image de la femme. Voilà. Et je l'organise à Marrakech. C'est pour le tourisme. C'est pour encourager le tourisme. Parce qu'on a un très beau pays et j'aime bien qu'ils viennent et qu'ils découvrent notre beau pays. Pour montrer une autre facette de notre pays. Voilà. On va revenir justement à la course à pied. Donc la moto, oui, on va dire depuis 2008, mais quand vous étiez, on va dire avant, quand vous étiez également salarié, vous organisiez beaucoup de marches féminines également. De courses féminines, oui, sur route, parce que j'étais dans un comité du club Royal Air Maroc, parce que je travaillais à Royal Air Maroc. Donc là, je sortais à 5 heures, je leur donnais un programme, les femmes, parce que je voyais des femmes qui venaient prendre un café seulement. Donc là, j'ai tout de suite lancé, à partir de 17 heures, je vous fais un programme pour courir. Quand elles sont arrivées à 10 km, là, j'ai lancé la première édition. Et j'ai organisé 6 courses féminines avec 600 femmes, la 6e édition. Il y avait des femmes et avec un objectif toujours derrière. Toujours, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Vous êtes aussi une marathonienne. Oui, je suis une marathonienne. Dalila Mensouba. Oui. Vous avez fait quel marathon? J'ai fait plusieurs marathons. J'ai fait 25 marathons nationaux et internationaux. J'ai fait marathon de New York, Prague. J'ai beaucoup de marathons. Vous continuez les marathons? Non, maintenant je cours pour moi-même. D'accord. Bon, je fais les 10 km, je ne veux pas trop abuser parce que je ne sais pas. Non, vous êtes toute jeune? Mais je fais de la moto et en même temps je cours. Je cours toujours. C'est quoi votre secret? Moi, je suis une femme qui cherche toujours le défi. Je ne sais pas. Je suis comme ça, je ne m'arrête pas. De toute façon, la moto, ce n'est pas ma seule passion, la moto. Oui. J'ai fait du tennis, j'ai fait beaucoup d'activités sportives. Beaucoup. Oui. Aujourd'hui, c'est la moto. Vous avez cette association et on le dit, vous organisez la 8e concentration internationale à l'occasion du 8 mars. Ça va être du 15 mars au 17 mars. À Marrakech. Alors, on va demander justement à la coach. J'espère que vous serez là. Je vous invite. On est invité. Merci beaucoup, Madame Dalila. On ne raterait pas ça. Alors, Dalila Mensouba disait, je suis comme ça, je suis une femme de défi, je cherche les défis. Oui. Amal Hihi, on pense quoi? Moi, je suis très inspirée. Je suis vraiment admirative devant ce que vous faites et je pense que vous êtes un modèle parce que c'est vrai que la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, dès qu'elles arrivent à la retraite, c'est comme si ça y est, le monde s'arrête. Et elles se laissent un petit peu porter par le temps et elles peuvent carrément dépérir, même physiquement, etc. Et avoir une femme comme ça qui porte cette image, moi je trouve vraiment, je suis très inspirée. Et vous m'avez donné envie de me remettre sur la moto parce que j'ai été aussi, j'avais une petite moto toute petite. Moi, je me mets derrière vous alors. J'avais une moto quand j'étais jeune aussi pour aller au lycée. Et depuis, c'est vrai que je ne suis plus jamais remontée à moto. Mon fils est motard. Et je comprends parfaitement de dire que pour une mère, c'est très difficile. Et tout le monde me disait, comment est-ce que tu peux laisser ton fils justement venir de France au Maroc à la moto, etc. Et moi, je me suis dit, c'est vrai, il y a ce côté de mère protectrice, mais il y a aussi ce volet de... Il faut laisser les gens vivre leur passion. Et de toutes les manières, le risque existe partout. On peut être à pied et avoir un souci. Je pars de ce principe. Maintenant, c'est vrai qu'en tout cas, vous donnez envie. C'est une belle inspiration. C'est une très belle inspiration. Vous êtes magnifique, rayonnante. C'est quelque chose qui me parle, en tout cas, que je porte aussi. C'est un message que j'aimerais bien faire passer. Et votre appel à ce que des femmes prennent ce chemin-là, j'espère qu'il sera entendu, parce que je pense que ça vaut le coup.
Alors, on va passer aux questions des téléspectateurs. Justement, ce qu'on peut dire aux personnes qui sont avec nous, c'est que vous pouvez poster vos questions pour nos invités sur notre page Facebook, la page Facebook de Médien TV. Et on rapporte ensuite vos interrogations à nos invités pendant l'émission. Allez, 2 questions pour vous. Madame Dalila Mosbah, justement, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Oui, d'abord, en tant que femme, est-ce qu'il est compliqué de faire de la moto au Maroc? Non, c'est pas compliqué. Seulement, il faut être prudent. La personne, elle doit se protéger. Déjà, bon, on n'est jamais protégé, mais il vaut mieux avec la moto. Il faut se protéger de la tête aux pieds. Nous, on fait des sensibilisations avec des groupes de motards, des associations. Ouais. Pour sensibiliser les gens et pour passer le message aux autres. De la sécurité. Voilà, la sécurité routière, pour passer le message aux automobilistes. Parce que des fois, les automobilistes, ils ne nous respectent pas. Mais même en tant qu'association de femmes, vous m'avez dit, vous êtes souvent accompagnée par des hommes. Votre mari n'est jamais très loin. Mon mari, il est toujours chef de file. C'est ça. Il est toujours là avec nous. Donc, c'est pour... on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, une autre question. On nous demande comment rejoindre votre association. Ben, il faut juste passer le permis, acheter la moto et venir. Et venir. Voilà. Mais comment? Vous avez un site, vous avez une page Facebook? Oui. missmotomaroc.com. On a un site, oui. Et on a une page Facebook, Miss Moto Maroc aussi. Parfait. Docteur Achaf Foudriri, inspiré? Oui, énormément. Et je trouve que Madame Dalila a bien résumé en un mot le défi. Elle se trouve tout le temps des défis pour alimenter cette lanterne pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Donc c'est bravo. Hein. Merci, c'est gentil. Je n'ai pas parlé des marathons des sables. J'ai participé à 3 éditions et j'ai terminé même en pleurant. Hein. Et j'ai terminé avec 50 degrés de chaleur et un sac à dos de 20 kilos. Ça, c'est pour le marathon des sables. 280 km en 6 jours. Une étape de repos. Donc, comment on peut vous résumer, Dalila Mosbah, une femme de défi? Défi. 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 En tout cas, Mosbah est bien là, notre lanterne. Gentil, merci beaucoup, Dalila Mosbah, Miss Moto Maroc, présidente fondatrice de la première association de femmes motardes au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. On reste ensemble sur Médien TV dans On se dit tout. On parle de quoi? On parle santé. C'est bien sûr aussi le rôle de l'émission de faire de la prévention et de faire de la guidance. On retrouve tout de suite le docteur Achaf Foudriri. Donc on est prêt pour notre interview, docteur? Mais pour revenir à l'histoire de la moto, c'est un sport qui n'expose pas trop au soleil quand même. Ben, assez, on en parlait juste avant, un petit peu, si on ne se protège pas, le visage, les mains, bon, on a un casque. On a un casque, c'est ça. Malheureusement, tout le monde ne suit pas ces directives de protection et de prudence, donc sinon, il y a des zones qui sont exposées. Mais en gros, voilà, la moto reste... on a aussi des problèmes en voiture aussi. Hein. Les mains souffrent beaucoup en voiture, le visage avec la réverbération. Donc, c'est un élément important. Et justement, aujourd'hui avec vous, docteur, le point sur sa peau, la peau, en fait, après l'été. Pourquoi? Parce qu'on la malmène un petit peu pendant la période estivale, entre exposition au soleil, baignade, etc. Avant d'en parler, un petit reportage. Moi, j'adore le soleil. J'aime bronzer, j'adore l'effet du soleil sur ma peau, ça me donne une couleur dorée. En plus, ça me permet de faire le plein de vitamine D. Franchement, c'est génial. Si ça ne tenait qu'à moi, je bronzerais toute l'année. Pour ce qui est de l'impact du soleil sur la peau, vous avez un phénomène bénéfique. En premier lieu, on trouve la synthèse de la vitamine D par la peau qui est exposée au soleil. Et donc, cette vitamine D est fondamentale et importante pour la structure de l'os, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. À côté, bien sûr, de cette synthèse de vitamine D, vous avez un effet de bien-être, de sensation, de joliesse et de bien-être de la personne. Et ce n'est pas négligeable. Je fuis un peu l'exposition prolongée au soleil parce que il y a quelques années, j'ai eu un petit problème de peau suite à une exposition prolongée. J'ai eu de grosses brûlures sur la peau et donc c'est vrai qu'aujourd'hui
j'évite un peu le soleil. Après une exposition au soleil, on va reprendre un petit peu la chronologie des choses. Pour une brûlure du premier degré, c'est relativement bénin, donc en principe, on peut ne rien faire. Maintenant, pour le confort des gens, on peut utiliser, par exemple, des gens qui vont se plaindre des brûlures et tout ça, on peut utiliser des crèmes hydratantes à base d'urée, à base de trolamine, voire même, quand c'est des fois plus important, avec des rougeurs un petit peu étendus, on peut utiliser des crèmes à base d'hydrocortisone ou du diclofénac. Pour les brûlures de second degré, là, il faut impérativement voir un médecin. Eh bien justement, le médecin est avec nous sur le plateau, Dr Achraf Oudghiri. On le voit pendant le reportage, certains adorent le soleil, d'autres en ont un peu plus peur. Pour vous, en tant que dermatologue spécialiste de la peau, vous en pensez quoi au juste? Bon, je dirais en écoutant bon curseur, on va dire. Tout à fait, c'est une question de curseur et entre les deux intervenantes, les deux jeunes filles, il faut se positionner entre les deux. L'une adore bronzer toute l'année, l'autre fuit le soleil. Je dirais qu'il faut savoir tenir le curseur au milieu parce que le soleil, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans soleil. C'est un peu comme l'eau, c'est exactement la même chose. Ça a beaucoup de bienfaits sur les os, sur le bien-être, comme l'a dit le pharmacien. Et donc, maintenant, chimiquement, on sait que le soleil intervient dans le métabolisme de la sérotonine, qui est une hormone du bonheur. Dans la synthèse de la vitamine D, sa fixation sur les os est très importante. Donc, il y a beaucoup de bienfaits du soleil. Et on le sent même au-delà du côté scientifique, quand les vacances, le soleil, on sent cet effet de bien-être sur le moral, etc. Donc, s'exposer est important. Maintenant, le problème réside dans la surexposition ou l'exposition qui est imprudente, qui est dangereuse. C'est là où réside le problème. Parce que si on veut le besoin en vitamine D, c'est une promenade de 15 minutes les bras nus est totalement suffisante pour les besoins journaliers. En vitamine D, pour la synthèse de la vitamine D. Tout à fait. Ça. Donc, c'est pas le besoin qui va faire qu'on ait besoin de s'exposer ou de se surexposer. C'est pas le bronzage. C'est pas le bronzage. Par contre, on peut s'exposer prudemment en respectant les horaires appropriés, surtout quand il fait très chaud. En été, lorsque en plage, le soleil est au-dessus de l'horizon, il tape très fort, il faut se protéger. On va dire que ça, c'est un rappel des choses élémentaires pour bien passer l'été. Maintenant, on est en plein mois de septembre, on revient de cette exposition. Parfois, on a suivi les conseils qui ont été donnés, notamment dans 11 Dito, et parfois non. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des petits éléments qu'il faut avoir en tête? Alors c'est clair, ça dépend de est-ce que l'été s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu des incidents, parce que parfois il y a eu des coups de soleil, des brûlures de différents degrés, plus ou moins graves, donc cela doit être traité, réparé, etc. Et cette réparation doit se poursuivre après la rentrée pour récupérer une peau avec un médecin notamment. Parfois c'est nécessaire, parfois non. Parfois quand c'est des toutes petites rougeurs ou un bronzage léger, c'est pas nécessaire. Mais sinon, s'il y a eu des incidents plus ou moins graves, l'intervention du médecin peut être importante pour favoriser une meilleure récupération. Après la rentrée, c'est clair qu'il y a ce qu'on appelle nous des groupes à risque. Il y a certaines personnes qu'il faut suivre de près parce qu'elles constituent un potentiel de risque parce qu'elles ont des peaux très claires, des yeux très clairs, parce qu'elles ont déjà des lésions qu'il faut surveiller périodiquement, annuellement, tous les 6 mois, parce que mais c'est des personnes qui se connaissent à risque? Parfois non. Et c'est là malheureusement le problème. Certains sont sensibilisés, le savent, ils sont plus ou moins réguliers, ils adorent le soleil, donc ils viennent à la rentrée à chaque fois pour se faire examiner. Nous, on fait une sorte de check-up, c'est-à-dire on prend des photographies, on mesure des lésions, on signale les lésions qui doivent être surveillées et revues une année après, mais tout le monde n'est pas aussi discipliné. Certaines personnes, malheureusement, se savent à risque, mais ne sont pas régulières. Elles attendent qu'il y ait quelque chose d'inquiétant pour... Mais comment se savoir à risque? Comment se repérer à risque? Alors, déjà, s'identifier à risque, c'est quand on a une peau claire, quand on a des antécédents de cancer de peau dans la famille ou encore plus personnel, quand on a déjà retiré des choses qui étaient... même si heureusement ont été retirés à temps, mais là déjà on appartient à un groupe à risque qui doit être surveillé. Quand on a ce qu'on appelle le syndrome des névis atypiques, c'est-à-dire on a beaucoup de grains de beauté, donc là il faut un suivi régulier. Quand on a certaines maladies génétiques particulières où l'on sait qu'elles ont ce potentiel à développer des
petites choses un peu malsaines, des cancers de peau, etc. Donc tout cela, toutes ces personnes sont mises dans ce qu'on appelle un groupe à risque qui nécessite une prudence un peu plus importante, plus régulière, plus rapprochée pour les surveiller correctement. Les autres doivent apprendre un petit peu à s'auto-surveiller, c'est-à-dire on essaie de le faire à chaque fois, on se dit tout et ailleurs, pour signaler que quand on a un grain de beauté par exemple, qui soit préexistant ou d'apparition récente, mais qui s'est modifié d'une manière un peu rapide, en taille, en couleur, en relief, etc., il est important d'aller consulter. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les cancers de peau. Et parmi ces cancers de peau, vous avez ce qu'on appelle le mélanome. Et le mélanome est un cancer de peau qui est vilain dans le sens où il peut rapidement évoluer et il peut mettre la vie en péril. Et le seul moyen de l'éradiquer, c'est-à-dire de guérir, pour parler de guérison, il faut l'excision, c'est-à-dire qu'il faut le retirer à temps. Quand on tarde, on ne parle plus de guérison. On va parler juste d'essayer de pallier, de retirer, mais il est là, on ne pourra jamais le guérir. Donc la précocité du diagnostic et du traitement est très importante, encore plus c'est les personnes à risque. Donc en fait, si on doit vraiment retenir une notion importante et de base aujourd'hui, c'est de se dire, en regardant l'interview avec vous, est-ce que je suis ou pas une personne à risque, à travers les critères que vous avez donnés. Si nos téléspectateurs retiennent cette question, s'ils se disent est-ce que je suis à risque ou pas, on a déjà réussi notre rôle dans l'émission. Alors, en préparant l'émission, je suis tombée sur une info qui dit qu'aujourd'hui, les personnes les plus à risque par rapport aux conséquences du soleil sur la peau, c'est les personnes qui ont plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'avant, la sensibilisation n'était pas aussi importante, parce qu'on ne connaissait pas forcément toutes les conséquences et tous les dangers du soleil. Amal Hihi, vous avez consommé du soleil ? Oui. Pendant votre jeunesse, enfin vous êtes très jeune toujours, mais voilà, par rapport à cette notion-là. Oui, moi je suis une inconditionnelle de soleil. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'adore me mettre au soleil, c'est clair, mais c'est vrai qu'on n'était pas autant sensibilisé qu'aujourd'hui par rapport à quand même se protéger par rapport au soleil. Donc je pense qu'on a consommé pas mal de soleil sans pour autant se protéger. Ça. Quand je discute avec mes parents, nos grands-parents aussi, toutes ces anciennes générations faisaient des comportements ahurissants. Ils s'étalaient au soleil. Parfois, le problème... même nous, enfants, je me rappelle, on se dorait au soleil. Sous le sable pendant des heures. Mon père me disait, moi je dormais sous le soleil. C'est ahurissant pendant des heures et des heures. Et sous prétexte que parfois il y a un peu de nuages et qu'il y a une petite brise, on s'oublie. Et le problème, c'est que maintenant, il y a une étude qui a montré que le pourcentage de mélanome, le fameux cancer dont on parlait, est lié au nombre de coups de soleil qu'on a eu pendant l'enfance. Pendant l'enfance. Il y a un effet cumulatif qui peut conduire à ça. Et donc, c'est très important. Ça épuise le capital soleil dont on parlait l'autre jour. Et je pense aussi que c'est... peut-être aussi que, vu tout ce qui se passe au niveau environnemental, au niveau de la couche d'ozone, etc., peut-être que les effets des rayons de soleil aujourd'hui sont beaucoup plus graves que ce qui a été avant. Je pense ça doit être ça aussi. C'est clair. Maintenant, on est mieux sensibilisé. Et puis aussi le fait que maintenant, il y a beaucoup plus l'intervention des médias qui essaient de sensibiliser les gens. On essaie, nous aussi, de l'autre côté, les médecins, la protection vestimentaire, chimique, etc. Mais moi, quand je rencontre mes collègues à l'international, que ce soit les Américains, les Australiens, et quand j'ai travaillé aussi en France et j'ai vu le nombre de cancers de peau, je me dis toujours, on a de la chance parce que vu nos comportements ici au Maroc, on devrait avoir peut-être autant. Donc, heureusement qu'on a une certaine protection du fait que nos peaux sont un peu plus mates. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. On est un peu mieux protégés qu'eux. Et les gens, moi, je reçois beaucoup d'Européens qui vivent ici à Rabat et qui viennent justement pour le suivi. Et on retire régulièrement des choses dans le cadre du suivi. Heureusement que nous, on a un pourcentage de mélanine relativement plus important qui nous procure une protection supérieure, mais ça ne veut pas dire s'exposer, se surexposer. On a partagé avec nos téléspectateurs internautes cette thématique, justement sur notre page Facebook Médien TV. Et en fait, ce qui revient, c'est que le bronzage a toujours son importance. Et il y a même une question, on nous dit comment faire durer mon bronzage. Vous aimez ce genre de questions, docteur, ou pas ?
Je dois faire avec, parce que on vous la pose en cabinet c'est aussi. un déni que de dire qu'il ne faut pas bronzer. On ne peut pas empêcher les gens de bronzer, mais il faut essayer de le faire correctement. Il faut essayer de le faire déjà progressivement. C'est très important. Les gens vont directement au soleil dès l'arrivée des vacances et prennent 1, 2, 3 coups de soleil, et ça c'est mauvais. Il faut essayer d'atteindre cette fameuse couleur que tout le monde veut, mais de manière progressive. Mais comment faire durer ensuite? La durée d'exposition doit être progressive. Et ensuite, bon, il y a des produits maintenant qui permettent un petit peu de prolonger la couleur. Il y a maintenant aussi ce qu'on appelle des nouveaux compléments alimentaires très spéciaux qui contiennent des antioxydants, certaines molécules particulières de la bêta-carotène qui peuvent permettre d'atteindre cette couleur de manière plus sécurisée et de la préserver un peu plus. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, l'exposition au soleil en montagne ou en bord de mer? Les deux, parce qu'en bord de mer, vous avez un effet de réverbération et en montagne, les gens qui font du ski le savent, il y a un effet de reflet de la lumière qui augmente le pourcentage d'UV qu'on reçoit. Et d'autant plus que les gens, souvent en mer, en baignade, se croient protégés parce qu'ils sont rafraîchis, ils ne font pas attention, alors que non seulement leur écran a perdu 50% de son efficacité, mais en plus vous avez la réverbération des ultraviolets qui accentue le risque. Merci beaucoup. Merci docteur pour vos réponses. Merci à tous vraiment d'avoir accepté l'invitation d'Once-Dito pour cette première. Dalila Mosbah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Première femme inspirante, grande femme inspirante, Miss Moto Maroc. Amal Hihi, coach conférencière internationale, et docteur Achaf Oudghri, fondateur du Centre Oudghri de dermatologie. Quant à moi, c'était un honneur, un plaisir de vous retrouver. Un grand merci énorme à toute l'équipe qui m'a accompagnée, de Tanger à Casa en passant par Rabat. Je vous retrouve demain avec tout le monde, bien sûr. Un autre sujet, d'autres invités, mais toujours autant de plaisir. Au revoir, très bonne suite des programmes sur Médiane TV.